On l'a commenté ici et on le sait, hein, les chiffres de l'emploi américains sont bien meilleurs qu'attendus. Et la conséquence, c'est que ça pourrait plaider pour moins de baisse de taux de la part de la Fed dans les mois à venir. C'est ce que les marchés se mettent un petit peu à redouter ou à anticiper. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Les marchés qui craignent que la Fed lève un peu le pied sur les baisses de taux à venir. C'est vrai que la question se pose quand on voit l'espèce de no landing, cette économie américaine qui ne ralentit pas avec une inflation. Et c'est important de dire qu'il est toujours au-delà des objectifs de la Fed. Oui, alors ce qui est assez impressionnant, c'est que l'inflation ralentit quand même très vite. Hein. Elle est certes encore au-delà, mais quand vous regardez la courbe de l'inflation, en fait, elle est complètement symétrique de la courbe de la montée de l'inflation. En fait. La descente s'effectue aussi rapidement que la montée. Mais effectivement, la crainte qu'on avait tous, c'était que finalement la Fed soit véritablement en retard. Qu'elle ait eu la main trop lourde et qu'elle soit en retard sur ses baisses de taux. Exactement, que d'une certaine manière, comme on lui avait un peu reproché d'être en retard dans les hausses de taux, on lui reprochait aussi, à l'inverse, d'être en retard dans les baisses. Et le fait qu'elle ait baissé ses taux de 50 points de base pour commencer son cycle, on se disait tous, bon bah... Sans avoir balisé le terrain. Moi, voilà, en disant, mais finalement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des signaux qu'elle connaît, que nous ne connaissons peut-être pas, qui veulent dire que l'économie américaine, en particulier le marché de l'emploi, parce qu'on sait que c'est la deuxième volée de son mandat, que le marché de l'emploi est beaucoup plus fragile que ce qu'on attend. Et en fait, quand on regarde les chiffres, alors il faut se méfier, c'est une donnée, un point sur la courbe, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres qui ont été publiés vendredi dernier, on s'aperçoit que non seulement les créations d'emplois restent à un très bon niveau, alors on reste très loin des 800 000 créations d'emplois mensuelles qu'on a connues au pic post-Covid, hein, mais 250 000, ça reste un très bon score. Et puis surtout, en fait, c'est appuyé par à la fois une diffusion de ces créations d'emplois un peu partout dans l'économie. Ce n'est pas uniquement, par exemple, les emplois dans le secteur des services à la personne, le transport tourisme. C'est une diffusion beaucoup plus large. Et en plus, ça s'appuie sur une augmentation des revenus. C'est-à-dire qu'on voit que les Américains, le revenu des Américains progresse de 4% sur un an. Ça, c'est quand même très bénéfique pour la consommation. Ça veut dire que les revenus réels progressent. Et ça, finalement, quand on sait que c'est quand même le dernier pilier qui nous restait, méfiance hein, avant la relance chinoise, mais qui nous restait dans l'économie mondiale, ce fameux consommateur américain, à voir si la Chine pourra prendre le relais, on était quand même assez inquiet sur le fait, est-ce qu'il allait tenir? Là, finalement, on se dit il va tenir. Et donc, effectivement, les marchés qui se disaient, on va avoir trois baisses de taux, voire peut-être encore un peu plus d'ici la fin de l'année, donc des baisses de 50 points de base. Là, ils disent déjà deux baisses de 25, ce serait déjà pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que sur l'emploi américain, c'est quand même étonnant. Je veux dire, ça tendait à ralentir et puis là, ça réaccélère. Donc, on est de nouveau en surchauffe ou c'est un chiffre comme ça ponctuel qui... Déjà, faut pas oublier, 250 000, c'est... Alors, le rythme moyen, on est autour de 200 000 hein, de création d'emplois. Quand l'économie va vraiment bien, 250 000, on est dans l'épaisseur, on est dans la marge d'erreur d'une certaine manière. Il faut se méfier, les chiffres sont toujours revus hein, régulièrement. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'économie américaine reste aujourd'hui une économie où, tirée par l'augmentation de la productivité, tirée par des coûts en fait, industriels qui ont beaucoup baissé par rapport au reste du monde en raison justement du gaz et du pétrole de schiste qui sont beaucoup moins chers aux États-Unis qu'ailleurs. On a une divergence hein, entre le WTI, la norme du pétrole américain, et la norme du pétrole mondial et du pétrole européen. On a une vraie divergence. Donc tout ceci en fait fait que cette économie américaine reste extrêmement dynamique et que le consommateur américain, le point qui me paraît essentiel, c'est que son patrimoine a monté. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit toujours le taux d'épargne des ménages américains a fortement baissé. Alors déjà, il n'a jamais été négatif, hein, ça veut dire qu'ils n'ont jamais tapé dans à l'excédent de leurs revenus. Hein. Quand on dit ils ont tapé dans leur épargne post-Covid, quand vous avez un taux d'épargne même à 2%, ça veut dire que vous épargnez plus que vos revenus. Voilà. Vous n'épargnez pas plus vous ne dépensez pas plus que vos revenus. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on voit que le patrimoine des ménages américains assis sur l'extraordinaire poussée des marchés financiers américains et de l'immobilier américain, le patrimoine a monté. Et donc finalement, il y a une espèce d'optimisme du consommateur qui fait qu'il y a de l'élan, il y a toujours de l'élan. Et ça, donc il n'y a pas d'atterrissage, ça ne freine pas. Moi, ça m'a surpris, c'est que finalement, il n'y a pas... Il y a une normalisation. Quand on regarde le détail, quand même, au-delà du dernier chiffre, hein, quand on regarde un peu le détail, on voit par exemple que le nombre d'emplois à temps plein aux États-Unis a baissé d'environ 1 million sur les 12 derniers mois.
On voit qu'on a quand même beaucoup moins de création dans les secteurs qui sont les secteurs les plus rémunérateurs de l'économie, c'est-à-dire les secteurs, par exemple, des services aux entreprises. Certains jobs manufacturiers sont plutôt en baisse également. Il y a beaucoup de pression dans le service public, à l'inverse aux États-Unis, hein, de toute la partie, effectivement, éducation. Donc, ça veut dire quand même que on n'est plus dans cette espèce d'économie à très haute pression qui faisait peur à tout le monde. Il y a une vraie normalisation, mais on n'est pas effectivement on n'est pas du tout au début d'une ère glaciaire, hein. Voilà, aux États-Unis. Et ça, c'est quand même très positif, parce que ça veut dire que la récession, y compris celle qui était un peu crainte par les marchés, souvenez-vous, ça nous paraît la préhistoire, mais début août, on avait une espèce d'énorme crainte en disant mais est-ce qu'on va finalement tomber en récession aux États-Unis? Non, on en est très loin. Ça peut aussi avoir un impact d'ailleurs sur la présidentielle américaine, hein, le fait que ça tienne bien. En faveur de Kamala Harris. Disons que voilà, Donald Trump a déjà déclaré qu'il haïssait Taylor Swift, qui a donné son soutien à Kamala Harris. Peut-être qu'il hait désormais le Bureau du travail américain qui publie de très bons chiffres pour Kamala Harris. Peut-être d'ailleurs que les chiffres vont être révisés ensuite, mais parce que le danger, c'est que les révisions soient très fortes compte tenu des perturbations météorologiques très fortes qu'on a en ce moment aux États-Unis. Il y a des vagues d'ouragans qui fait qu'en particulier dans la construction, on a des effets de révision statistique qui sont extrêmement fortes. Donc là, il faut quand même se méfier, hein. Je pense que le chiffre. Quand le climat a un impact sur sur les anticipations des marchés, exactement. Ouais, exactement, c'est absolument, intéressant. absolument. Donc la prochaine baisse de taux en mois de novembre de la Fed, ce sera… Après l'élection américaine. Après, ce sera… En tout cas, après l'élection américaine, après la date que tout le monde connaît, le 5 novembre, mais peut-être pas après le résultat, puisqu'on sait que ça dure… Historiquement. Ça dure quelques jours. Hein. Ça a même duré plus longtemps, c'était en 2000. Exactement. Donc baisse de 25 points de base. Ouais, c'est ce qui est prévu par les marchés, 90% de Exactement, et pas plus. On peut imaginer ou pas carrément que la Fed se mette, peut-être pas en novembre, mais après, en mode pause et ne baisse plus ses taux parce que le marché de l'emploi est toujours dynamique, parce que l'inflation au-delà de 2, parce que… Si on avait… Je pense que l'inflation aujourd'hui est une question qui est largement derrière la Fed. En tout cas, si on regarde les taux réels américains, il n'y a aucune raison pour que les taux réels américains restent à des niveaux encore supérieurs à 2%. Enfin, il n'y a aucune raison aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de chemin. Donc, elle a toute la marge nécessaire. Quand elle regarde juste l'inflation, elle a toute la marge nécessaire pour baisser encore ses taux. La question, c'est à quelle vitesse elle va le faire, en particulier si le marché de l'emploi américain continue à montrer des signaux très positifs et si le taux de chômage, par exemple, recontinue. Et donc se mettre en mode pause alors. Voilà, c'est possible ou pas? C'est possible. Je pense plutôt qu'elle va ralentir le rythme. Non pas se mettre en mode… Parce que quand on est une banque centrale, c'est dur de repartir après une pause. C'est toujours, on dit toujours, la pause s'impose, mais non, pour une banque centrale, ce n'est pas le cas. En fait, il faut continuer à avoir un rythme pour elle ne baissera plus à chaque réunion et que des paliers de 25 points de base. Ça peut être de 25 points de base et ça peut être une réunion sur deux. Ça c'est tout à fait possible si le marché de l'emploi continue à bien se passer. Ça voudrait dire que pour la première fois depuis, je pense, de 1995, on aurait des baisses de taux aux États-Unis qui seraient véritablement dans un cycle d'expansion économique liée à la baisse de l'inflation. Tu as raison, c'est rare. Voilà, liée à la baisse de l'inflation et non pas liée à la baisse du cycle. Et ça, pour les marchés, ce serait très bon. Et par contre, ça demande à être piloté de façon très fine, en particulier si vous avez un changement, soit à la Maison-Blanche, soit au Sénat et à la Chambre des représentants, avec beaucoup plus de dépenses. Il va falloir faire très attention quand même aux effets inflationnistes. Chez les deux d'ailleurs, pour des raisons différentes, chez Kamala Harris ou chez Donald Trump, il y a les programmes induisent des pressions inflationnistes pour des raisons différentes. Avant de se quitter juste, Wilfried, les taux à 10 ans américains, est-ce que c'est un sujet ou pas? Parce qu'on les a vus quand même, ils ont pris 30 ou 40 points de base en quelques jours, on est à 4% sur le 10 ans américain. C'est trop tôt pour parler de tension sur le marché obligataire, mais il se passe quand même quelque chose. Je pense qu'on revient un peu à la normale sur une prime de terme qu'on avait un peu perdue. Cette prime liée justement aux échéances de dette qui avait un peu disparu. On était sur ce qu'on appelle les courbes de taux, voire une inversion de la courbe de taux et des courbes de taux flat. Quand on regarde sur un an, il y a un an, on était à plus de 5%. On était à 5,3% sur le 10 ans américain. Donc, on est quand même dans une tendance… Un point de pourcentage. Voilà. Pour 50 centimes de baisse de… Voilà, exactement. On est quand même dans une baisse qui reste quand même forte. Mais on voit que les marchés, en fait, c'est très important ce que vous venez de mentionner. C'est toujours très important ce que vous mentionnez, d'ailleurs, David. Mais ce qui est très important, c'est qu'effectivement, les marchés ajustent leur scénario économique. Et donc, quand vous faites baisser trop fortement le taux à 10 ans, ça veut dire que vous anticipez un très fort ralentissement. Et donc, on avait une espèce de divergence entre les marchés actions qui nous disaient,
en fait tout va bien, c'est super, vous pouvez y aller. Et les marchés tôt. obligataires qui nous disaient, bah, attendez, moi je suis extrêmement prudent, j'achète des obligations parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Là on commence à avoir une reconvergence entre les deux. D'abord on a une pause sur le marché action et on commence à avoir effectivement un peu un retour à peut-être un peu de raison sur le marché obligataire qui fait que la trajectoire d'un scénario de soft landing, non pas de no landing, mais de soft landing. Very soft. Voilà, de very soft landing, voilà, tout en douceur, comme une plume. Mérite d'avoir des taux longs plus hauts. Mais avec des taux longs plus hauts, et ça veut dire qu'effectivement, il va falloir… C'est cohérent, ça le met de la cohérence. Exactement, mais ça veut dire que par exemple, pour tous ceux qui pilotent des portefeuilles obligataires, il va falloir gérer ça aux petits oignons, parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur une trajectoire uniforme et que par exemple, sur un trimestre, on peut avoir des surprises. Allez, explication, merci beaucoup. Explication avec plaisir, David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Merci. Merci.